Ils arriveraient à attraper Saddam Hussein et le pendre, mais ils n'arriveraient pas à attraper Baghdadi. Ils arriveraient à faire tuer Kadhafi comme un chien, mais ils n'arriveraient pas à arrêter Baghdadi. Ils arrivent à faire fuir Ben Ali, mais ils n'arriveraient pas à faire fuir Baghdadi. Ils arriveraient à emprisonner Moubarak, mais ils n'arriveraient pas à faire emprisonner Baghdadi. Ils arriveraient à bombarder Tripoli, mais ils n'arriveraient pas à bombarder cet État moyenâgeux qu'est l'État islamique. Ils arriveraient à bombarder Bagdad et à le mettre à feu et à sang, mais ils n'arriveraient pas à mettre à feu et à sang cet État islamique. Ils arriveraient à faire un blocus sur un des pays les plus puissants du monde, la Russie, mais ils n'arriveraient pas à faire mal financièrement à cet État islamique. Ils arriveraient à créer une dette mondiale paralysant tous les pays, mais ils n'arriveraient pas à paralyser l'État islamique. Ils arriveraient à mettre la main sur le Koweït avec une coalition internationale, mais ils n'arriveraient pas à mettre la main sur la réserve de pétrole de l'État islamique. Ils arriveraient à contrôler le trafic d'armes mondial, mais ils n'arriveraient pas à contrôler ce qui vient entre les mains de l'État islamique. Ils arriveraient à maintenir la paix dans un des pays les plus petits du monde, entouré d'ennemis, mais ils n'arriveraient pas à assurer la sécurité du Moyen-Orient. Ordo ab Chaos. Je m'appelle Ibrahim, je suis d'origine libyenne, je suis né, j'ai grandi en France, voilà. Et j'ai fini mes études ici. En 2009, je suis parti travailler en Libye, en 2010, et je suis rentré en mars 2011, donc quelques jours après le début des bombardements de l'OTAN. Voilà. Donc vous avez travaillé où en Libye exactement? Alors je travaillais pour une entreprise qui était spécialisée dans les investissements en Afrique. Donc voilà, je travaillais sur des projets qui visaient à développer l'Afrique tout simplement, que ce soit par des projets à but lucratif bien sûr, mais aussi des projets sociaux, construction de routes, d'hôpitaux, etc. Donc je travaillais dans ce chantier-là pendant 10 mois avant la guerre. Donc est-ce que par exemple les rebelles, qui sont ces rebelles du CNT? Les rebelles, moi j'étais à Tripoli le soir des émeutes. Alors ce qui s'est passé à Benghazi est différent de ce qui s'est passé à Tripoli. Benghazi, je l'accorde, la population n'est pas majoritairement pro-régime, mais ils ne sont pas non plus pro-rebelles. Ils voulaient juste plus de changements, ils ont manifesté pacifiquement dans un premier temps. Ce qui s'est passé à Tripoli est complètement différent. C'est exactement la même chose qui s'est passé en France en 2007 avec les émeutes de banlieue. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont sortis, qui n'étaient pas contents du système, qui ont brûlé des commissariats, qui ont brûlé des voitures, tout ce que vous voulez. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On envoie les pseudo-CRS libyens pour les réprimer. Sauf que la différence entre la Libye et la France, excusez-moi, c'est qu'en Libye, ces mêmes émeutiers, c'est pas comme en France. Là-bas, ils ont volé des armes. Ils ont volé des armes dans des casernes. Et là, ça change tout. La police ne s'attaque plus à des manifestants pacifistes ou à des émeutiers sans défense. Elle s'attaque à des gens armés et qui menacent la sécurité du pays. Donc voilà, je voulais distinguer un peu la différence des événements à Tripoli. Et les citoyens, comment ils vivaient sous le régime de Kadhafi? Alors, moi, j'ai toujours été pour ceux qui voulaient un peu plus de liberté, un peu plus de démocratie, comme ils disent ici. Mais on a essayé de diaboliser Kadhafi, ils ont réussi, ils le font passer pour le diable en personne maintenant. C'est chose faite, mais moi j'étais en Libye, j'y vais tous les ans depuis que je suis gamin, tous les étés. Là j'ai été pendant 1 an et encore un stage avant de 6 mois. Et je peux vous dire que c'est vrai que le régime Kadhafi a la main mise sur tout. Que c'est lui qui contrôle tout, qu'il y a un peu de corruption comme dans tous les pays. La corruption c'est pas un problème. Le problème c'est que aujourd'hui un Libyen qui ne travaille pas, il a entre 300 et 350 € d'indemnité par mois, ce qui permet de vivre correctement, même très correctement.
une famille libyenne peut obtenir des aides sur le logement. Moi, j'étais sur le point d'obtenir un prêt à taux zéro pour acheter une voiture parce que je venais d'avoir un emploi et j'allais m'installer. Pareil pour les prêts construction immobilière. Tout ça, les Libyens l'ont. L'eau est gratuite. L'électricité, on dit qu'on toujours en France, c'est un des pays les moins chers, mais en Libye, c'est encore moins cher qu'en France. Je payais à peu près 4 € par mois d'électricité. L'eau est gratuite, même l'eau en bouteille, pourtant c'est un pays aride, ben, l'eau est pas chère. Les soins sont gratuits, l'éducation est gratuite. Moi j'ai eu la chance d'avoir une bourse par intermédiaire de l'État libyen parce que j'étais bon élève au lycée. Donc j'ai obtenu cette bourse qui m'a permis de payer une école privée ici. Donc dire que le régime ne s'occupe pas de sa population, c'est pas vrai. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de diaspora libyenne dans le monde. Voilà, il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'immigrer. Moi c'est un peu un hasard que je suis né ici parce que ma mère est pas libyenne et du coup je suis né ici et bon mon père estimait que c'est mieux que je reste là pour mes études et tout, voilà. Maintenant, les Libyens n'ont pas besoin d'immigrer, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, ils sont très bien chez eux, ils ont de quoi manger abondamment, c'est-à-dire qu'avec un livret de famille, on peut aller faire des courses dans les charbis, hein. Ils sont des sortes de supermarchés où tout est à moitié prix, c'est-à-dire l'État le vend moitié prix de ce qu'il achète à l'import. Donc ça n'existe dans aucun autre pays. Voilà. Il n'y a pas un seul SDF en Libye, il n'y a pas un seul mendiant. Les mendiants, ils sont étrangers parce que c'est des gens qui viennent travailler, c'est difficile. Mais les Libyens, non, ils ne sont pas dans le besoin. Et ça, c'est très important. En Afrique, aujourd'hui, tout le monde est dans le besoin. La grande majorité est dans le besoin, mais les Libyens, non. Voilà. On surnomme d'ailleurs la Libye la Suisse de l'Afrique, c'est bien ça? Bah oui, parce que il faut savoir pourquoi la Libye aujourd'hui est attaquée par l'OTAN et pourquoi c'est la cible. Bon, c'était facile, Kadhafi n'avait pas beaucoup d'alliés dans le monde, c'est vrai, à l'inverse de Bachar al-Assad par exemple. Il n'y avait pas d'alliés puissants. La Libye c'est un grand pays, très très riche, très peu d'habitants, on est 5 millions de Libyens, donc très facile à gérer. C'est un pays qui n'a pas de dette, c'est rare aujourd'hui, qui n'a pas de dette dans le monde, l'Arabie Saoudite, la Chine et la Libye, peut-être 2-3 autres pays. Mais voilà, et l'Algérie aussi. Donc voilà, il faut tenir ça en compte aussi. Et dire que la richesse n'était pas distribuée, c'est faux. Donc est-ce que vous pensez que l'Algérie pourrait être la prochaine cible? Je pense que c'est possible. L'Algérie c'est plus difficile parce que militairement elle est très forte, ce qui n'était pas le cas de la Libye, d'où cette guerre très facile pour l'OTAN. L'Algérie est très forte militairement, maintenant ça risque d'être difficile parce que si la Libye est du côté de l'OTAN et qu'en plus les rumeurs islamistes intégristes se confirment, elles sont même déjà confirmées. Donc l'Algérie risque d'encercler, donc d'une part par la Libye, un pays qui risque de devenir terroriste, islamiste. La Tunisie où Ben Ali était tombé, Ben Ali, bon, il était un dictateur, mais c'était quelqu'un qui ne faisait pas d'histoire, ça il ne faut pas l'oublier aussi. Donc voilà, l'Algérie va se retrouver encerclée, et on sait qu'il y a des gens qui sont quand même pas contents en Algérie, même si c'est une très faible minorité. Mais ces gens-là, en Libye aussi, c'était une très faible minorité, bah regardez le résultat, regardez ce qu'ils ont réussi à faire. Bon, bien sûr, sans soutien de l'OTAN, on ne serait pas là aujourd'hui, et on va dire l'arrestation de ces gangs armés aurait été faite au bout d'un mois et on en aurait pu parler. Mais l'OTAN l'a décidé autrement et bon, ils pensent que la Libye aujourd'hui, on dit la Libye est libre, la Libye est démocratique. C'est pas vrai. Aujourd'hui en Libye, il y a des exactions, il y a des exécutions sommaires, il y a beaucoup de morts, des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien à voir avec le conflit. Et c'est pas fini et ça va jamais finir parce qu'il y a les armes, il y a beaucoup d'argent encore du côté du régime qui est tombé. Donc la révolution elle va continuer et je pense même à une contre-révolution dans quelques années, je ne sais pas. Mais espérer que la Libye se stabilise et que les industriels européens aillent en Libye pour faire leur business en toute sécurité, je ne crois pas. Il n'y aura pas de sécurité, et notamment pour les Français. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy prend un gros risque en faisant autant d'ingérence. Un risque pas pour lui, bien sûr, mais pour les Français. Et voilà, moi j'ai peur pour les Français, et j'estime que la majorité des Français est contre la guerre en général, et qu'il faut arrêter d'assimiler la France à Nicolas Sarkozy. Il y a un gouvernement qui est seul sur le cas libyen, et il y a la population qui est divisée et majoritairement pacifiste. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et nous aujourd'hui, le message qu'on veut passer, c'est aux Libyens, moi-même je suis libyen, mais aux Libyens en Libye, que voilà, ils ont du soutien aussi à l'étranger, on pense à eux, et on leur souhaite beaucoup de courage pour lutter contre les bombardements. Est-ce que vous avez un message pour les médias officiels, comme BFM TV, comme iTélé? Moi j'ai un message, voilà, les médias français je leur en veux pas parce que c'est une guerre que la France mène et au final chacun protège ses intérêts, donc limite c'est compréhensible. Aujourd'hui la télé américaine n'ira jamais critiquer le gouvernement américain dans le cas d'une guerre, donc là ok, on oublie les médias français, mais moi je suis contre les médias internationaux et notamment Al Jazeera. Al Jazeera est à la base de toutes ces révolutions. Toutes ces infos sont parties de mensonges montés de A à Z. Je parle même pas de la fausse Bab el-Hadithia. Bon, ils ont pris la vraie quelques jours après, mais au départ c'était une fausse. Tout ça, et au final, ça mène à quoi? On parle de révolution de démocratie, non, ça mène à des morts, des dégâts, des catastrophes, de la famine, et voilà, c'est tout ça. Et donc Al Jazeera, qui est une chaîne qatari, on sait comment l'émir du Qatar a pris le pouvoir contre son père. Son père étant à l'étranger, il a proclamé que c'est lui l'émir et qu'il conseillait à son père de ne pas rentrer. Donc il a pris le pouvoir par la force.
il dépense des milliards dans des choses inutiles que sont le sport de grande masse alors qu'il n'y a pas de sportif au Qatar. Donc lui aussi c'est un dictateur. Au final il a le soutien des Américains et des Français, de grands pays diplomatiquement parlant, parce que derrière il leur offre Al Jazeera sur un plateau. Al Jazeera contrôlé par, je pense, fait par les Américains. C'est très américanisé, vous voyez le design, le décor Al Jazeera. Et je pense que Al Jazeera qui a été créé, je sais pas, il y a 7-8 ans, peut-être 10 ans, je pense qu'elle faisait partie de tout ce plan. Voilà. C'était le moyen d'accéder directement au peuple arabe par l'intermédiaire d'un média de ce genre qui est totalement affilié aux Occidentaux. D'accord, je vous remercie monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Let's get this debate going. We have former U.S. Marine and war veteran Kenneth O'Keefe joining us from London, and also senior fellow at the Center for American Progress, Lawrence Korb, who joins us from Washington. First off, how is it possible that anybody with any kind of sanity would consider the United States or Britain or the West in general to be in any kind of position to be punishing anyone for any illegalities? If we want to take a look at Iraq, there is at least 1 million, probably even close to 2 million dead. We invaded that country, destroyed it, created millions of orphans, millions of refugees, and never even so much as apologized for that. Let's go back to Vietnam, where we dropped 20 million bombs, more than all of World War II combined. We have destroyed so many countries. We have tortured and killed and maimed and raped around this planet. Who in the hell in their right mind would consider the United States or the West in general to be in any position to punish anybody? Never mind the obvious facts that this is a false flag attack and a long list of false flag attacks, which let's get into that, please. Yes, we will. And we'd like to get into the issue of morality here. I'm talking about the moral obscenity adjective that U.S. Secretary of State John Kerry described. I'm looking at that and how that just a day before that speech, Foreign Policy came out and showed proof that the CIA was involved in the chemical attack that Saddam Hussein exercised against Iran. Doesn't that, in a sense, show the hypocrisy that's involved when we're talking about the morality of the use of chemical weapons, when the CIA itself was involved with the chemical attacks that Saddam Hussein used against Iran? Well, there's no doubt about the fact that they knew that Saddam would use the chemical weapons and didn't speak out when they were wrong back then. But that was before the international treaty banning chemical weapons, which doesn't come till the 90s. And so it's a different era. You have a treaty that went into effect in 1993. What you're talking about was back in the early 1980s. But you're right. The United States and other countries should have spoken out about the use of chemical weapons. We didn't use them, but we knew that Saddam was going to use them against the Iranians to prevent a breakthrough in that war. Ken O'Keefe, it's kind of ironic that you have the UN Secretary General Ban Ki-moon and the UN Special Envoy Lakhdar Brahimi practically, if you really look at it, almost begging for the U.S. and its allies, including France and the U.K., to go through the Security Council in order to get backing for this. But of course, you're saying let the chemical investigation by the UN inspectors take place and for results to come out. I mean, what does that mean in terms of international law, what the U.S., UK, and France in particular are pursuing here? Well, we don't operate under international law. What we have is the color of law, the law of the jungle, in which the rich and the powerful basically determine what goes and what doesn't go. Iraq is a perfect example of that. Why isn't Tony Blair and George Bush rotting away in a prison cell for the rest of their lives? Because the law is not being applied. These are war criminals and they should be in prison for the rest of their lives, if not executed, if their own rules were adhered to for their own crimes. Not only that, but we need to really understand the truth here. First off, all of these players, these politicians, are nothing more than puppets. They don't serve the people. There is no real democracy. They really serve the rich and powerful who run the world, and that would be the bankers who control the money supply. The bankers, of course, make huge amounts of money. Whether they make bad investments or not, wars are great for them, and ultimately they control the politicians, and that is why we see these policies. Obama and Cameron are nothing more than puppets who read the script, and the script is we need another war. And the reason why we need another war, according to these psychopaths who are running the world, is because more
more and more people, despite the clueless masses who continue to be entranced by things so ridiculous as X Factor and American Idol, there is larger numbers of people around the world who are realizing the truth and beginning to recapture the capacity to think for themselves. And they can see that these people who are being put in positions of public trust are defying that trust and representing an agenda which they could never speak about openly, because they're nothing more than prostitutes and nothing more than minions for the powers that be. You know, it's very interesting, Ken O'Keefe. I don't know if you caught the presser that Bashar al-Jafari, Syria's envoy to the UN, had earlier, a couple hours back, and he said this is all because of Israel. Israel is actually responsible behind the uprisings from North Africa throughout the Middle East. And this is a push by Israel onto the U.S. to basically go and attack Syria. What is Israel's role in this, Ken O'Keefe? Well, the Greater Israel Project is all about destabilizing surrounding nations, ultimately in pursuit of this dream of Greater Israel from the Euphrates down to the Nile, all the way over to the Eastern Mediterranean. This is the dream of these psychopaths, and so destabilizing governments, creating sectarian strife is all part of that menu and all part of the design to create Greater Israel. So that goes, that's self-evident. But I have to go back to what this gentleman is saying in Washington, D.C. about America not wanting to get involved, or Obama not getting involved. What are you talking about? We have been arming people directly who are Al-Qaeda. Al-Nusra Front is Al-Qaeda. These people are psychopaths to the worst order. They're conducting suicide attacks. They're gassing people. We know Carla Del Ponte said in May that it was the so-called rebels in Syria that were using sarin gas, not the Bashar al-Assad regime. No, it was not. We know that the United States president is arming people who are on the U.S. terrorist list. He should be convicted of aiding and abetting, giving material support to a terrorist organization. But then again, you know what? We, the West, the United States in particular, Israel and Britain, are the biggest terrorists on the planet. So our little junior partners in Al-Qaeda, which is nothing more than a CIA database, thus the name Al-Qaeda, this is nothing more than a group of terrorists working together, each playing one different role, but all of them working together for the same goal, which is to maintain this hideous and sick and twisted, unjust world that we have, which is a perpetual state of war. Always one illusion, one boogeyman after another. But the fact is, Obama is nothing more than a puppet war criminal, just like his predecessor and every other U.S. president before him. So please don't tell people out there that the U.S. is not involved. It's directly involved, and it is arming people who are absolute psychopaths. Why doesn't the U.S. want to wait, along with its allies, for the for the inspectors to analyze what has come out and then make an announcement based on that before they move in or attack? Because the United States, States has never been interested in anything. Ken O'Keefe, go ahead. Has never been interested in anything other than war. The United States is in a perpetual state of war, because the bankers control the politicians and they read the script as given to them by the banksters, and they make huge amounts of money off of this. What this gentleman is saying about the United States not wanting war, not wanting to get involved, is like Iraq 2.0. It's a repeat of the same rubbish that was said, oh, we don't want war, war is a last resort. That's absolutely untrue. It's a lie. Those that are in government are nothing more than prostitutes who are carrying out the orders of those who are in charge of them, and those that are in charge want another war. And part of that is what we discussed earlier, the Greater Israel Project, to destabilize any Arab regime which might have any kind of autonomy and self-determination. Any regime in the Arab world that is not an absolute puppet cannot be tolerated. And who are the nations that we target? Those that are not puppets. We don't target those like the Saudi regime, which is the biggest human rights violator in that region. It's cutting off people's heads in public, cutting off hands. It is the most grotesque regime on the planet, and yet we give that regime weapons, and it's no problem whatsoever. The duplicity and hypocrisy of the United States and the West can't even be measured. It is so enormous. And these mouthpieces, such as this gentleman in Washington, is only doing a disservice to himself and his country. And the fact is that American sons and daughters will get involved in this yet again, and these chicken hawks who are pretending to care about the Syrian people are going to be sacrificing
not their own sons and daughters. I would like this man to send his sons and daughters and his grandchildren off to Syria when this turns into a greater conflict, because this is what we're flirting with, is a world war. A third world war. This is not a joke. We are flirting with a third world war on the basis that apparently we care so much about the Syrian people, just like we care so much about the Iraqi people and the Afghani people. The only people that buy this sort of stuff are either bought-off prostitutes or the dumbest of the dumb. And we're also led to believe that Assad is the dumbest idiot dictator on the planet now, isn't he? Because he invited UN inspectors to come in, and he brought them in. On the very day that they come in, he decides to attack his own people 10 miles away from where the inspectors arrive. This is beyond ridiculous, and the only people that buy this, again, are bought-off prostitutes, or the dumbest. And I have to say, I'm happy that the gentleman in Washington mentioned Dempsey, General Dempsey of the Joint Chiefs, because I'll tell you what, more than anything else, it is the true American patriots, those who are sick and tired of having given up their life to basically serve the American dream, the American nation, the Constitution that they swore to uphold. It's those military men and women. It's you now. It's coming to you now. Are you a patriot or are you not? Are you going to let your nation descend even further into the chaos and corruption that has been so sick and so twisted that it's destroying American lives as well as the rest of the world, to the tune of 22 American servicemen a day who are committing suicide? Are you going to sacrifice more of your American sons and daughters for Israeli wars, for Zionist wars? Are you going to continue to do that because you are not a patriot? You are in fact aiding and abetting the terrorists you supposedly think you're fighting against. And those Americans who are waking up to this, I hope to God, in the military in particular, that you refuse your orders. And this is why the people of America who are refusing to buy this nonsense, the overwhelming majority do not support any kind of attack on Syria. And in those in the military, I know that the powers that be are very, very frightened that high-ups within the military will refuse the orders. And I hope this is exactly what happens if an attack on Syria occurs.